Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de votre formation relative à la forme des contrats. Les objectifs de cette deuxième partie sont de vous permettre de connaître les différentes formes de contrats que vous êtes susceptibles de mettre en œuvre et bien entendu de savoir choisir la forme la plus appropriée. Alors, quelles sont les différentes formes de contrats que vous êtes susceptibles de rencontrer? Eh bien, nous parlerons successivement du marché ordinaire, celui qui est utilisé lorsque le besoin est parfaitement défini, du marché à tranche, lorsque nous sommes face à un besoin bien défini, mais face à une incertitude quant à la réalisation de l'ensemble des prestations. L'accord cadre, bien sûr, qui se décline en trois formes possibles, à bon de commande, à marché subséquent, et un mix des deux, puisque depuis la réforme du code, eh bien, il est tout à fait possible de mixer les deux formes d'accord cadre, avec une partie à bon de commande et une partie à marché subséquent. Alors, qu'est-ce qui permet finalement de choisir la forme de son contrat? C'est avant tout, bien sûr, le besoin. Donc tout part, bien entendu, de la définition du besoin. Si l'acheteur fait face à un besoin qui est tout à fait programmable, des besoins qui sont programmables, eh bien le choix sera vite établi. Il mettra en œuvre ce qu'on appelle un marché à objet déterminé, qui est le marché ordinaire ou le marché à forfait. C'est-à-dire que l'acheteur a parfaitement défini les quantités, le montant de son achat, il n'y a aucune incertitude du point de vue technique ou financier, et il est capable d'engager un seul et même marché, un seul et même contrat. Si au contraire l'acheteur fait face à des difficultés de programmation, eh bien, il est en mesure de mettre en œuvre un dispositif à bon de commande, un accord cadre à bon de commande, à marché subséquent, ou bien un marché à tranche. Et c'est ce qu'on a communément appelé les marchés publics dits fractionnés, les achats fractionnés. Pourquoi fractionnés? Parce qu'ils ne se font pas d'un seul bloc. Par exemple, pour les accords cadres à bon de commande, eh bien, les prestations se feront au fil de l'eau, au fur et à mesure d'émissions de bons de commande qui sont établis en fonction d'un bordereau de prix unitaire. Les accords cadres à marché subséquents eh bien, donnent lieu à la passation de nouveaux marchés. C'est un premier référencement d'opérateurs qui donne lieu à la passation de marchés. Et le marché à tranche est une succession, en fait, on pourrait dire, de marchés ordinaires. C'est-à-dire qu'on le verra, pour chaque tranche, le contenu est connu, maîtrisé. En revanche, il y a ce qu'on appelle une tranche ferme, auquel l'entreprise a droit et que l'acheteur devra nécessairement notifier au titulaire, et des tranches dites optionnelles, euh, qui seront, dont l'option sera mise en œuvre, levée, dès lors que les conditions qui ont été fixées dans le marché seront satisfaites. Et on verra qu'il peut s'agir de conditions financières, techniques, ou tout simplement de pure opportunité. Un mot tout d'abord sur le marché dit ordinaire ou à forfait. Il n'y a pas de définition dans le code de la commande publique de ce type d'achat. Il s'agit en fait d'un marché qui est passé lorsque tous les éléments déterminants du marché sont connus. Le prix, la durée, les caractéristiques techniques, tout cela est parfaitement maîtrisé, il n'y a aucune incertitude de ce point de vue. Eh bien, on va à ce moment-là passer un marché dit ordinaire. Alors, quelques exemples de recours à ce type de contrat. Eh bien, lorsque le besoin peut être parfaitement établi et son prix peut être forfaitisé. C'est le cas lorsque vous allez procéder à l'achat d'une mission d'études, de prestations intellectuelles, d'une mission de formation par exemple, ou bien sur la réalisation de travaux, et je pense en particulier aux travaux de construction en neuf. Lorsqu'il s'agit par exemple de construire un bâtiment, eh bien, vous lancez votre consultation en travaux sur la base d'éléments qui sont parfaitement connus et maîtrisés. Les entreprises sont en mesure de vous répondre techniquement et financièrement, et vous allez donc leur notifier un marché à prix forfaitaire. Voilà. À côté de cela, nous avons un dispositif un peu particulier qui est le marché à tranche et qui permet en fait de fractionner son achat par tranche avec une tranche ferme et une ou plusieurs tranches dites optionnelles. Auparavant, on parlait de tranche conditionnelle. Le terme a disparu depuis 2016 et il a été remplacé par ce terme d'option, d'optionnel.
Le marché est, pour chaque tranche, définit la consistance, le prix, ainsi que les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Et chaque tranche va former un ensemble cohérent. Alors il faut bien distinguer ces tranches des notions un peu adjacentes telles que par exemple un bon de commande. Ce n'est pas du tout le cas. Le bon de commande détermine au cas par cas des quantités à mettre en œuvre. Là, les quantités sont figées, elles sont connues. C'est-à-dire que quand l'acheteur lance son marché à tranche, il a identifié pour chaque tranche son contenu technique et financier. De la même façon, le contenu d'une tranche optionnelle n'est pas conditionné par le résultat de la tranche ferme. Toutes ces tranches sont indépendantes l'une de l'autre. Le chantier peut tout à fait s'arrêter alors que nous n'en sommes qu'à la seule tranche ferme. Je vous ai ici fait un petit découpage, vous le voyez, avec une première tranche ferme, par exemple d'une valeur de 400 000 euros, une première tranche optionnelle qui est d'une valeur de 150 000 euros et une seconde tranche optionnelle pour une valeur de 100 000 euros. Alors, au niveau de la computation de la dépense, bien entendu, vous prendrez en considération le montant global de votre achat. Il va falloir cumuler l'ensemble, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble des tranches, donc 650 000 euros. Dans l'exécution du marché, l'acheteur peut se contenter de la tranche ferme. Il peut très bien ne pas décider, en opportunité, de ne pas notifier les tranches 1 et 2. Quels sont les cas de recours au marché à tranches? Eh bien, lorsque l'acheteur fait face à une incertitude sur la possibilité de réaliser l'intégralité de son programme, l'intégralité du marché. On peut tout à fait imaginer qu'un marché de ce type soit passé pour la construction d'un ensemble immobilier avec, pour faire simple, 3 bâtiments. Un premier bâtiment qui serait l'objet de la tranche ferme, un second bâtiment qui ferait l'objet de la tranche optionnelle numéro 1, et un dernier bâtiment, un troisième bâtiment qui serait l'objet de la tranche optionnelle numéro 2. Chaque bâtiment est indépendant, chaque bâtiment peut être construit sans que celui qui est à côté se trouve à côté ne le soit. Euh, donc on peut tout à fait fractionner techniquement et financièrement l'achat. Et la réalisation des tranches optionnelles est conditionnée par exemple à l'obtention d'une autorisation administrative. L'acheteur peut être en attente d'un permis de construire et l'attribution de ce permis sera l'acte déclencheur de la tranche. De la même façon, on peut tout à fait imaginer que l'acheteur soit dans l'attente du versement d'une somme, d'une subvention, d'un budget, ou tout simplement qu'il soit dans l'attente d'une décision politique. Nous le voyons bien, avec les élections municipales, un certain nombre de projets sont bloqués, et donc on peut tout à fait imaginer attendre l'élection du nouveau maire, d'un nouveau conseil municipal, avant de lancer des projets de grande envergure. Alors voilà le déroulé. Évidemment, dans un premier temps, donc l'acheteur va définir le contenu des tranches, hein, il détermine le nombre de tranches, tranches fermes et tranches optionnelles, leur contenu, les modalités d'affermissement, tout cela figure dans le dossier de consultation. Les entreprises, les opérateurs qui candidatent à l'obtention de ce marché établissent une proposition technique et financière pour chaque tranche, et l'analyse des offres portera sur chacune des tranches. Et dans l'exécution du marché, eh bien, l'affermissement se fera ou non à l'appréciation de l'acheteur. Autre technique d'achat que vous allez très souvent rencontrer, c'est bien entendu l'accord cadre. Cet accord cadre il peut s'exécuter, on l'a vu, de plusieurs façons, par le biais de bons de commande, par le biais de marchés subséquents, et par un mélange des deux également, puisqu'il est tout à fait possible d'exécuter une partie de son marché sous la forme de bons de commande et une autre partie sous la forme de marché subséquent. Donc ce qui exige que l'accord cadre à bon de commande soit parfaitement bien défini. On y reviendra. Alors, les accords cadres ont une durée limitée à 4 ans. Alors, il s'agit de 4 ans fermes ou de 1 an reconductible, par exemple. Hein. Vous pouvez, dans la limite de ces 4 ans, introduire des reconductions. C'est tout à fait possible, par période de 1 an, de 6 mois, de 2 ans. Ça, c'est à votre appréciation. En revanche, il n'est pas possible de dépasser les 4 ans. Alors, le Code de la commande publique introduit tout de même une petite dérogation.
il est possible pour l'acheteur de prévoir une durée plus longue, à la condition bien sûr de le justifier. Euh, le juge qui a eu à intervenir, hein, nous avons la jurisprudence à ce sujet, met en avant donc l'objet du contrat, s'assure que l'objet du contrat le nécessite, qu'il soit nécessaire d'assurer des investissements importants et amortissables sur une durée plus longue que 4 ans. Et ce fut le cas pour une installation de maintenance, pour un contrat pardon, portant sur une maintenance et une exploitation d'une installation de climatisation et de chauffage. Dans ce cas-là, la durée de dépassement n'était pas très importante, puisque le contrat était passé sur non pas 4 ans, mais 5 ans. Alors les accords cadres, le plus souvent, vont prévoir des minimums et des maximums. Ils vont être encadrés par des montants mini-maxi, mais c'est sans aucune obligation. C'est à l'appréciation de l'acheteur. C'est lui qui va décider de, de fixer ces montants mini-maxi. Nous reviendrons sur ces notions. Néanmoins, si l'acheteur décide de ne pas fixer de mini-maxi, il a quand même l'obligation d'indiquer des quantités prévisionnelles. Certes, à titre purement indicatif, non contractuel, mais cela fait partie de ses obligations au titre de la définition du besoin. Alors, quelles conséquences pour le fait de fixer, déterminer un montant minimum? Eh bien, cela engage l'acheteur à non pas payer le montant minimum, bien sûr, mais il est engagé à réaliser ce montant minimum. Et si jamais il ne l'atteint pas, il conviendra d'indemniser le prestataire à hauteur de la marge qu'il n'aura pas pu percevoir. Et on parle de marge nette, c'est-à-dire du bénéfice non réalisé par le titulaire. Alors cette somme pourra être assortie éventuellement des frais inhérents au personnel qui a été affecté, qu'il va falloir redéployer, peut-être à l'amortissement de frais d'études, peut-être également, on pourrait imaginer, à de l'amortissement, à des matériels, pardon, ou des matériaux qui ne pourront pas être réutilisés. Voilà. Alors il appartient bien sûr à l'opérateur de nous faire une demande circonstanciée par le biais d'un mémoire en réclamation, mémoire qui doit être bien sûr motivée, étayée, chiffrée. Et il ne s'agit pas pour lui, bien entendu, de nous faire une demande en l'air, réclamant une somme sans expliquer pourquoi et comment il arrive à ce montant. Quoi qu'il en soit, vous demeurez maître de la situation, puisque vous n'êtes absolument pas obligé de consentir à indemniser le prestataire. Euh, vous pouvez toujours refuser sa demande, et s'il persiste, il lui appartiendra de saisir le tribunal administratif pour faire valoir ses droits. L'acheteur peut également fixer un montant maximum. Alors ce montant maximum, c'est un engagement de l'acheteur à ne pas le dépasser, tout simplement. Alors ça peut présenter dans certains cas un intérêt en limitant les achats, peut-être en rassurant aussi les prestataires quant au volume qui pourrait au maximum leur être attribué. Néanmoins, c'est plutôt une balle dans le pied que se tire l'acheteur, puisque ce montant ne pourra jamais être dépassé. Il est fixé et il ne peut, à moins de faire une modification au marché et d'arriver à justifier cette modification, il ne pourra pas dépasser le montant maximum. Il s'agit bien d'une limite supérieure. Alors, dans quel délai les marchés subséquents et les bons de commande vont-ils pouvoir s'exécuter? Alors, bien sûr, la durée de l'accord cadre, mais attention, il ne faut pas confondre une durée d'accord cadre, qui est limitée à 4 ans, et la durée d'exécution du bon de commande ou du marché subséquent. Et on peut tout à fait imaginer que vous ayez à notifier des bons de commande ou des marchés subséquents, eh bien, peut-être en fin d'exécution de votre accord cadre, et que ces bons de commande ou ces marchés subséquents s'exécutent après la date de fin de l'accord cadre. Voici un petit schéma. Voilà donc notre accord cadre qui dure 4 ans. Donc nous partons de l'année N pour arriver à l'année N plus 3. Des marchés subséquents, donc MS, marchés subséquents, où des bons de commande sont notifiés tout au long, vous le voyez, de la durée de notre accord cadre.
et un dernier marché subséquent ou un dernier bon de commande est notifié pendant la durée de validité. Ça, c'est absolument incontournable. Il faut que le marché ou le bon de commande soit notifié pendant cette durée de validité, sinon ça ne vaut rien. Mais il va s'exécuter, vous le voyez, postérieurement, en partie, postérieurement à la fin de l'accord cadre. Alors, est-ce légal? Oui. Le code de la commande publique le reconnaît. On nous dit que eh bien, c'est tout à fait possible. Si la durée d'exécution a été fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché, c'est-à-dire que si votre marché subséquent a une durée habituelle de, admettons, 3 mois, et que le dernier marché subséquent, lui, va s'exécuter sur 6 mois ou 1 an, eh bien, vous comprenez que ça puisse éveiller l'attention et que l'on considère que votre marché soit irrégulier. De la même façon, de façon plus générale, la durée de dépassement qui est là ne doit pas porter atteinte au principe de remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. C'est-à-dire que ce marché qui est là ne doit pas avoir pour objet finalement de prolonger artificiellement la vie de l'accord cadre et éviter ainsi d'avoir à passer une nouvelle mise en concurrence. Alors nous allons faire un point sur l'accord cadre à bon de commande à présent. Quelle différence avec l'accord cadre à marché subséquent? Eh bien, c'est que ce type de technique d'achat fixe toutes les stipulations contractuelles. Et j'insiste bien sur le tout. Il n'y a, dans l'exécution de ce marché, de ce contrat, aucune souplesse quant à la définition technique de la prestation. Vous ne disposez en la matière d'aucune marge de manœuvre. La seule chose que vous puissiez faire, c'est régler vos commandes, au moyen donc de bons de commande, c'est-à-dire déterminer des quantités que vous allez commander et le moment où vous allez commander. Donc vous allez simplement pouvoir réguler l'approvisionnement en quantité et dans le temps. Pour autant, le contenu des bons de commande est directement lié au bordereau de prix unitaire. Ça signifie que si la prestation n'est pas annoncée, énoncée dans le BPU, vous ne pouvez pas la commander. C'est impossible. La seule chose que vous puissiez faire dans ce cas-là, c'est de faire un acte modificatif à votre contrat, en clair un avenant avec bien sûr toutes les contraintes que cela impose et les délais inhérents à cela, mais vous ne pouvez pas commander une chose qui ne serait pas dans le bordereau de prix unitaire. Il existe deux types d'accords cadres. L'accord cadre mono-attributaire, on l'a vu, on le sait, avec un seul opérateur qui sera donc titulaire pour toute la durée de l'accord cadre. Et il y a la forme également multi-attributaire, où là le contrat est passé avec plusieurs opérateurs pour toute sa durée. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de remise en concurrence. Alors voici l'explication. Nous avons ici un acheteur public qui décide de passer son accord cadre à bon de commande, mono-attributaire. Il le fait en mettant en concurrence un bordereau de prix, c'est-à-dire une liste de prestations ou une liste de fournitures dont il demande aux différents candidats eh bien, de chiffrer les unités. Ça peut être le cas pour l'acquisition de fournitures de bureau. On va demander donc aux prestataires de nous chiffrer le prix d'une boîte de 100 ou de 1000 stylos, crayons ou gommes. Et nous passerons les bons de commande ensuite. Donc cet accord cadre est attribué à un titulaire unique, et ce titulaire se voit par la suite notifier un bon de commande. Donc l'acheteur émet un bon de commande, et ce bon de commande est établi sur la base du bordereau de prix unitaire. Pas de remise en concurrence, bien entendu, pas de fantaisie quant à l'utilisation du BPU. Je le répète, vous ne pouvez utiliser que le bordereau et rien d'autre. Lorsqu'il s'agit d'un accord cadre multi-attributaire, le fonctionnement est un petit peu différent. Alors, de la même façon, donc l'acheteur public passe son accord cadre en référence à un bordereau de prix unitaire. Et là, au lieu de référencer un seul titulaire, il va en prendre plusieurs. Il y aura le titulaire numéro 2, le titulaire numéro 3. Alors, à quoi bon, me direz-vous? Eh bien, pour assurer la sécurité d'approvisionnement, tout simplement. C'est-à-dire que si le titulaire numéro 1 n'est pas disponible à l'instant T, s'il ne peut pas fournir la prestation, s'il ne peut pas intervenir, eh bien, vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez passer au numéro 2, et lui-même, s'il fait défaut, passer au numéro 3. Et donc, dans ce cas-là, le bon de commande sera attribué
à l'entreprise disponible. Attention, dans ce cas, dans ce type d'accord cadre, il n'y a pas de remise en concurrence des titulaires. L'attribution des bons de commande et la méthodologie d'attribution est définie dans le contrat lui-même, dans l'accord cadre lui-même, et il peut s'agir notamment d'une attribution en cascade, comme c'est le cas ici. Le premier n'est pas disponible, je passe au deuxième, le deuxième fait défaut, je passe au troisième. Alors dans ce type de situation, évidemment, si tout se passe bien pour le titulaire numéro 1, il se peut très bien que les autres titulaires, le numéro 2 et le numéro 3, qui ne sont que remplaçants, n'aient aucune commande. Et d'ailleurs, si vous avez pris un engagement sur un montant minimum, ce montant minimum n'est dû qu'au seul titulaire numéro 1. Attention à ne pas faire l'erreur de saupoudrer la commande publique. Attention à ne pas répartir les bons de commande. Ce n'est pas logique. Vous avez une obligation qui est celle d'assurer une bonne utilisation des deniers publics. Le titulaire numéro 1 vous a fait la meilleure offre technique et financière. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions, aller attribuer des bons de commande au titulaire numéro 2 et numéro 3 qui sont forcément plus chers ou techniquement moins bons. Vous devez vous concentrer sur le titulaire numéro 1. Et en cas de carence de ce dernier, vous pourrez passer au numéro 2 ou au numéro 3. Le fait de saupoudrer la commande, d'en donner un petit bout à chacun, cela peut, au-delà du non-respect du principe de bonne utilisation des deniers publics, ça peut également introduire des pratiques anticoncurrentielles. Hein. Lors de la mise en concurrence, les prestataires peuvent s'entendre. Dans l'exécution, ils peuvent également s'entendre pour eux-mêmes se répartir les commandes. Donc c'est pas une bonne idée. Alors dans quel cas allons-nous utiliser la forme multi-attributaire de l'accord cadre à bon de commande? Eh bien lorsque il est avéré qu'une seule entreprise ne pourra pas être en mesure d'assurer la totalité des prestations, des livraisons, ou lorsque vous souhaitez assurer la sécurité d'approvisionnement. Par exemple, j'ai cité ici une situation où vous allez passer un marché de services de restauration à domicile pour des personnes âgées, et bien entendu dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de rupture d'approvisionnement, il faut livrer les repas, quoi qu'il se passe, même en cas de congé du personnel, même en situation de grève, même peut-être en situation de rupture de stock ou peut-être de panne de frigo ou de camion ou je ne sais quoi, il faut que la prestation se fasse. Donc si le titulaire numéro 1 dans ce cas-là ne peut pas livrer, nous passerons au numéro 2 ou au numéro 3. Comme je vous l'indiquais précédemment, l'accord cadre multi-attributaire, le contrat fixe, détermine les modalités d'attribution des bons de commande. Ça ne se fait pas au cas par cas. Et de la même façon qu'il ne peut pas y avoir de négociation ou de remise en concurrence pour l'attribution des bons de commande. La meilleure façon de procéder étant sans doute d'attribuer les bons de commande en cascade. Alors dans quel cas allons-nous utiliser l'accord cadre à bon de commande? Eh bien, pour faire face à un besoin qui est récurrent et précisément défini. Nous sommes dans de l'acquisition de fournitures simples, de prestations simples, où ce qu'on va appeler l'unité d'œuvre est parfaitement déterminée. L'unité d'œuvre, c'est par exemple le coût d'une boîte de stylos, de 1000 stylos. Voilà, ça c'est une unité d'œuvre. Le prestataire peut nous la chiffrer, et nous, quand on la commande, on sait combien elle va coûter. À partir du moment où cette unité d'œuvre n'est plus maîtrisée, c'est le cas notamment par exemple pour un coût horaire, nous ne sommes plus dans le cas d'utilisation de l'accord cadre. Alors je prends l'exemple du coût horaire parce qu'il arrive très fréquemment que des acheteurs passent des accords cadres à bon de commande en demandant le chiffrage d'un coût à l'heure, à la demi-journée, à la journée, et ensuite établissent des bons de commande pour commander des demi-journées ou des heures de travail. C'est très très périlleux comme exercice, nous sommes assez proches finalement du prêt illégal de main-d'œuvre, et l'unité d'œuvre, c'est-à-dire la satisfaction du besoin, n'apparaît pas. On ne sait pas à quoi vont servir ces heures. Est-ce que c'est fait pour faire de la maintenance? Est-ce que c'est fait pour passer le balai? On n'en sait rien. Quand on passe un marché, il nous faut précisément définir le besoin. Et cela signifie qu'il faut identifier les unités d'œuvre que les opérateurs vont pouvoir chiffrer et que vous allez par la suite commander. L'accord cadre à bon de commande au niveau de la définition du besoin fixe donc tous les termes des futures commandes, vous l'avez compris. Le besoin doit être clairement exprimé et il le sera au travers d'un bordereau de prix unitaire, puisque donc les commandes doivent
ne peuvent porter que sur les éléments qui y figurent. Et on peut imaginer qu'en complément de ce bordereau de prix, eh bien, vous fassiez référence à un catalogue. Effectivement, le Conseil d'État, dans une jurisprudence qui est encore valable, indique que l'acheteur, s'il n'est pas en mesure de définir totalement son besoin, peut, en complément du bordereau de prix, faire état d'un catalogue. Alors bien sûr, il s'agit du catalogue de l'opérateur sélectionné. Ce n'est pas l'acheteur qui va choisir le catalogue et ensuite demander au titulaire de l'accord cadre de l'appliquer. Il s'agit bien du catalogue du titulaire. Quand se met en œuvre l'accord cadre, eh bien tout simplement par l'émission de bons de commande. Et ces bons de commande sont établis sans négociation ni remise en concurrence. Vous ne pouvez pas, préalablement à la notification d'un bon de commande, discuter avec l'opérateur sur le contenu des prestations, la façon dont les choses vont se réaliser, le délai, discuter sur le délai de réalisation. Non, un bon de commande indique les quantités d'un produit qui est indiqué au bordereau de prix et vous obtiendrez le montant en multipliant le prix unitaire qui est indiqué dans le BPU par les quantités que vous commandez. Et je dis bien le montant, pas le prix. Le montant, c'est le prix multiplié par les quantités. Le prix, c'est le prix de l'unité d'œuvre. Et ce prix d'unité d'œuvre, il est fixé dans le BPU. Il ne fait pas l'objet d'une discussion lors de la passation du bon de commande. C'est important de le rappeler parce que c'est ce qui fait toute la différence entre un bon de commande, qui n'est pas un contrat, et un marché subséquent, qui est un contrat. Et dans la passation des marchés subséquents, nous le verrons, il est tout à fait possible, envisageable, de définir des prestations, de déterminer des délais, des prix. Nous y reviendrons, donc nous disposerons à ce moment-là d'une marge de manœuvre, d'une souplesse beaucoup plus importante que nous n'avons pas, souplesse que nous n'avons pas dans les accords cadres à bon de commande. Voilà, donc l'émission des bons de commande doit se faire sur la base des prix qui figurent dans le marché et sans modification des prestations fixées dans le marché. Attention à une pratique que vous connaissez peut-être, mais qui est très dangereuse, qui s'intitule les commandes par équivalence. Cela signifie pour l'acheteur le fait de commander une prestation qui n'est pas dans le bordereau de prix et de couvrir cette commande par l'émission d'un bon de commande fictif. Voilà. Alors bien entendu, ça nécessite de se mettre d'accord préalablement avec le fournisseur, mais ça se produit, surtout pour des commandes urgentes ou qui nécessitent une certaine adaptation. Donc c'est très dangereux parce que ça pose énormément de problèmes quant à l'attestation du service fait et cela constitue ni plus ni moins un faux en écriture publique. Donc prenez garde, veillez à ne commander que ce qui est stipulé dans le bordereau de prix et ne procédez jamais par équivalence. Alors un mot sur l'accord cadre à présent à marché subséquent, avec tout d'abord une définition. L'accord cadre à marché subséquent donc, est un contrat qui est conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et qui va s'exécuter au fur et à mesure de l'émission, cette fois-ci de marché subséquent, donc on parle vraiment de contrat. Et la différence avec l'accord cadre à bon de commande, c'est que l'accord cadre à marché subséquent ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles des commandes qui sont à venir. Dans un accord cadre à bon de commande, vous exécutez le bordereau de prix. Dans un accord cadre à marché subséquent, nous sommes dans une définition assez globale de la situation. Nous avons un objet général. Alors il faut bien sûr définir autant que possible le besoin, mais nous n'allons pas rentrer dans le détail de la prestation. Les cas typiques d'utilisation des accords cadres à marché subséquent sont les marchés de maintenance, par exemple. Parce que s'il est tout à fait envisageable, possible d'anticiper, de prévoir une maintenance préventive, ça peut tout à fait d'ailleurs se forfaitiser, il est impossible d'anticiper, de prévoir les pannes. On sait que les pannes vont survenir, bien sûr, mais quelle va être leur nature, leur étendue, combien de temps va-t-il falloir pour les réparer, quel prix cela va coûter, quel coût cela va représenter, ça on ignore complètement. Donc on ne peut pas figer les choses au travers d'un bordereau de prix. Ça fera nécessairement l'objet d'un marché subséquent. Deux types d'accords cadres, mono-attributaire et multi-attributaire. Donc le contrat en mono-attributaire sera passé avec un seul opérateur pour toute sa durée. Il a l'exclusivité sur les commandes que vous allez passer.
Et en multi-attributaire, eh bien là, au contraire, non, le contrat sera passé avec deux opérateurs pardon, au moins. Il n'y a pas de nombre maximum. Il faut veiller à ne pas non plus partir dans comment dire, avoir trop de concurrents parce que ça va rendre les conditions de mise en concurrence beaucoup plus complexes. Et le principe, dans ce cas-là, est de les remettre en concurrence systématiquement avant l'attribution de chaque marché subséquent. Alors voici un petit schéma. Vous retrouvez notre acheteur public qui passe son accord cadre, qui l'attribue donc au titulaire, à un titulaire, et l'acheteur public ensuite notifie un marché subséquent au titulaire, et cela sans aucune remise en concurrence. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un accord cadre à marché subséquent multi-attributaire, eh bien cette fois-ci, donc l'acheteur public a attribué l'accord cadre, vous le voyez ici, à 4 titulaires différents. Ces titulaires sont remis en concurrence et l'acheteur public attribue le marché subséquent à l'entreprise, à l'attributaire qui aura présenté l'offre économiquement la plus intéressante. Donc il faut bien voir l'accord cadre à marché subséquent comme une sorte de fusée à double étage, avec dans un premier temps la passation de l'accord cadre et le référencement d'opérateurs économiques qui sont ensuite remis en concurrence pour l'attribution du marché subséquent. Et ces remises en concurrence se produisent autant de fois que nécessaire. Ça peut intervenir tous les mois, au trimestre, à l'année, finalement peu importe, c'est l'acheteur qui décide, il n'y a pas de limite en la matière. Dans quel cas allez-vous utiliser l'accord cadre à marché subséquent? Eh bien, essentiellement pour faire face à un besoin évolutif, c'est-à-dire que certaines caractéristiques des prestations sont identifiées, sont connues, mais d'autres ne le sont pas encore, parce que par définition, elles sont imprévisibles. Comme je vous le disais, c'est le cas notamment de toutes les prestations de maintenance. Il y a la maintenance préventive qui peut parfaitement s'anticiper, et puis il y a la maintenance curative, et celle-là, on ne la maîtrise pas. Autre cas d'utilisation, bien sûr, ce sera le cas lorsque la remise en concurrence, on a identifié que la remise en concurrence des opérateurs était intéressante. Attention à ça, veillez à ce que l'objet du marché, bien sûr, s'y prête. Ça peut être le cas, par exemple, pour de l'acquisition de carburant, de matières premières, de produits à forte fluctuation de prix, tels que le papier, pourquoi pas, les denrées alimentaires, les fournitures à obsolescence rapide, telles que le matériel informatique, pourquoi pas. Mais à condition d'avoir des volumes, des montants de mise en concurrence qui soient suffisants. C'est-à-dire que si vous procédez à des mises en concurrence toutes les semaines pour un montant de 500 euros, ça ne peut pas fonctionner. Vous n'êtes pas rentable, vos coûts de fonctionnement vont exploser, puisqu'une mise en concurrence, ça coûte de l'argent, évidemment, et puis les opérateurs vont très rapidement se décourager. Je vous ai cité ici quelques exemples, donc en mono et multi-attributaire, donc tout ce qui est services récurrents évolutifs seront traités en mono-attributaire. Alors pourquoi en mono-attributaire? Parce que ce qui est recherché ici, c'est la réactivité. C'est-à-dire que si vous avez une maintenance corrective à effectuer ou une tierce maintenance applicative à effectuer sur un logiciel, eh bien vous n'avez pas le temps d'une remise en concurrence. Ce que vous souhaitez, c'est une intervention immédiate de l'opérateur. De la même façon, tous les petits travaux de maintenance doivent être traités en urgence. On n'a pas le temps de procéder à une mise en concurrence. En multi-attributaire, nous serons, comme je vous le disais, sur de l'acquisition de fournitures récurrentes évolutives, telles que le matériel informatique, mais attention, en grande quantité. Il ne s'agit pas de faire des micro-commandes. Les opérations de travaux récurrentes peuvent également être traitées au moyen d'accords cadres. Je pense aux travaux routiers, par exemple, lorsqu'il s'agit de refaire des enrobés. Et pourquoi pas, donc de l'allocation de véhicules, et puis bien sûr tout ce qui est à forte fluctuation de prix, carburant, matières premières, on aurait pu y ajouter le papier, les denrées alimentaires, et là aussi à condition que les volumes soient suffisants pour que vous puissiez avoir un retour sur investissement et que les opérateurs soient intéressés. Alors, l'accord cadre à marché subséquent doit bien entendu déterminer un besoin, il nous faut définir un besoin. Alors certes, l'accord cadre ne va pas fixer tous les termes des futurs contrats, il peut se ménager un certain nombre de marges de manœuvre, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette technique d'achat. Il vous reviendra, on pourra en reparler,
eh bien, de rédiger votre descriptif, hein, votre cahier des charges en termes de fonctionnalité minimale, hein, raisonner en termes de cahier des charges fonctionnel plutôt qu'en termes de CCTP, pour que justement on puisse avoir ensuite des réponses variées et évolutives. Vous ne pourrez pas apporter malgré tout de modifications substantielles dans l'exécution du marché, c'est-à-dire que votre accord cadre a été conclu pour un objet particulier, avec une définition certes globale, mais avec une définition du besoin, un allotissement, et il n'est pas question dans l'exécution de l'accord cadre eh bien, de passer des marchés subséquents pour des objets qui n'auraient finalement rien à voir. Par rapport au contenu même du contrat, il n'y a pas de contenu obligatoire. C'est à l'acheteur de déterminer ce qu'il compte mettre dedans. Alors évidemment, il y a des clauses qui sont tout à fait incontournables, telles que le prix, les conditions d'exécution, les conditions d'admission ou de réception, les sanctions en cas de non-respect. D'ailleurs, on le voit bien, ces trois éléments fonctionnent tous fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que si vous ne définissez pas la façon dont les choses doivent se dérouler, vous ne les définissez pas précisément, en déterminant lieu, délai, modalité d'exécution. Si vous ne fixez pas les conditions d'admission de réception, c'est-à-dire la façon dont vous allez attester que le service a bien été réalisé, eh bien la prestation risque de mal se passer. Et si vous oubliez la sanction en cas de non-respect de ces deux premières conditions, eh bien ma foi, l'opérateur ne sera pas sous pression et il risque d'être systématiquement en retard ou de vous remettre des prestations qui ne sont pas valables. Donc attention à bien penser lors de la rédaction de vos marchés à ces trois éléments, c'est absolument indispensable. On prévoira les conditions de paiement, éventuellement le CCAG applicable. Alors le CCAG est intéressant dans les marchés subséquents. La référence dans l'accord cadre n'est pas forcément nécessaire. Donc ça c'est une question d'appréciation. Alors, on fixera un prix, on essaiera du moins, mais on le sait, hein, les conditions, le contenu des prestations n'est pas clairement défini. Donc on est face à des prix qui ne sont pas encore fixés. Le risque, effectivement, c'est de se voir imposer des prix qui vont exploser. Le prestataire pourrait être tenté, du fait de sa situation, eh bien, d'exagérer et d'en profiter. Bon, eh bien, à vous de plafonner les choses. Tout d'abord, par exemple, en essayant de forfaitiser un certain nombre de prestations, en introduisant des prix unitaires, si vous avez des prestations qui sont connues. Et pourquoi pas mettre une clause dans le marché, on le verra, pour déclarer éventuellement le marché subséquent infructueux et ainsi renoncer à l'offre du prestataire que vous allez juger trop onéreuse. C'est pas le but de l'attributaire que de ne pas avoir le marché, bien sûr. Donc, il doit comprendre, il faut installer un rapport de force et il doit comprendre que finalement, comme c'est vous qui tenez le portefeuille, c'est vous qui avez la situation la plus confortable. Sans compter que rien ne vous interdit de déroger à l'accord cadre et de vous adresser à un autre opérateur si manifestement l'attributaire ne veut rien entendre. Tout à fait imaginer être dans une situation de blocage, l'opérateur n'est pas intéressé par votre affaire ou essaye d'en profiter en renchérissant ses coûts, eh bien rien ne vous interdit d'appuyer sur le bouton pause de l'accord cadre et de vous adresser à un autre fournisseur, à un autre opérateur. Dans vos accords cadres, n'hésitez pas à introduire, rappeler d'abord les obligations du titulaire et puis à introduire des clauses de sanctions, de dérogation. Voilà. Ça fait partie de l'ingénierie contractuelle. C'est des clauses qu'il faut systématiquement prévoir, anticiper, parce que c'est vrai que quand on passe le marché, on peut imaginer que tout va bien se passer, mais finalement, dans l'exécution, il peut se passer beaucoup de choses. Donc il faut prévoir le pire. Alors, que peut-on indiquer au niveau des conditions d'exécution dans ces marchés? Eh bien, tout d'abord, rappeler l'obligation pour l'acheteur de s'adresser aux titulaires. Voilà, ils sont titulaires de l'accord cadre, très bien, que ce soit en mono-attributaire ou en multi-attributaire, eh bien, on joue le jeu, on passe par eux, très bien. Mais, attention,
on aménage cette obligation en rappelant que les prestataires ont l'obligation de nous répondre. Et que si ces derniers ne nous répondent pas ou répondent avec des offres qui sont techniquement inabouties, pas cohérentes ou et des prix trop élevés, eh bien, on s'autorise la possibilité de déroger à l'accord cadre. Et n'oubliez pas d'indiquer également l'obligation pour les titulaires du contrat de répondre à vos demandes. C'est-à-dire que si vous ne prévoyez pas cette clause dans le marché, l'opérateur peut renoncer finalement à exécuter le contrat. Donc, systématiquement indiquer l'obligation de répondre, les délais dans lesquels les réponses doivent se faire, et éventuellement les sanctions en cas de non-respect de cette obligation. On peut parler de pénalité, on peut également parler, pourquoi pas, d'exécution aux frais et risques, voire de résiliation. Beaucoup de choses sont possibles. Voilà, donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, l'accord cadre doit prévoir la sanction du non-respect de l'obligation de réponse aux sollicitations de l'acheteur, absence notamment de réponse dans les délais, remise d'offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, c'est-à-dire des offres qui ne cadrent pas avec ce qui a été demandé, et on peut subodorer que l'opérateur fait exprès, hein, il tente dans ce cas-là soit de se défausser, il nous a fait simplement une offre de témoignage, ou il tente d'augmenter le prix des prestations de façon indue. Et pour la bonne exécution de votre contrat, vous devez toujours prévoir une clause de pénalité qui va sanctionner le retard ou l'absence d'une remise d'offre, une clause d'exécution aux frais et risques qui va permettre de faire exécuter la prestation par un tiers et aux frais du titulaire, c'est-à-dire que s'il y a un surcoût, c'est le titulaire de l'accord cadre défaillant qui va supporter le surcoût. Et enfin, bien sûr, une clause de résiliation pour faute, mais ça, personne n'est gagnant, parce qu'une fois que vous aurez résilié, même pour faute, vous n'aurez plus d'attributaire et le marché ne pourra plus s'exécuter. Pour ce qui est des accords cadres multi-attributaires, en matière de conditions d'exécution, il vous appartient de déterminer les critères d'attribution des marchés subséquents. Cela, vous devez le faire dès le lancement de l'accord cadre. Ces critères ne peuvent pas être ajustés au fil de l'eau, ils ne peuvent pas être énoncés au cas par cas. Non, ils sont connus d'emblée. De la même façon, dans l'accord cadre, vous prévoirez les conditions formelles de remise en concurrence, le délai à minima qui sera laissé aux candidats, aux attributaires, pardon, et également, pourquoi pas, la forme de la réponse qui est attendue. Les marchés passés sur le fondement de l'accord cadre sont établis par écrit, que ce soit en mono ou en multi-attributaire, ce sera systématiquement le cas. Le marché subséquent est un acte écrit qui précise la consistance, le prix des prestations demandées, et en fait tous les éléments qui n'auront pas été précisés, prévus dans l'accord cadre lui-même. Alors, petite subtilité, les marchés subséquents peuvent tout à fait être des accords cadres à bon de commande. Alors vous allez me dire, mais comment bah oui, on peut imaginer que l'accord cadre à marché subséquent donne lieu à un marché subséquent qui soit lui-même conclu sous la forme d'un accord cadre à bon de commande. Voilà. C'est un peu curieux, c'est un peu bizarre, d'autant plus que, on peut tout à fait imaginer, lorsqu'on passe un accord cadre à marché subséquent, prévoir qu'il soit mixte, hein, c'est-à-dire qu'il s'exécute en partie par marché subséquent et en partie par le biais de bons de commande. Bon, mais on peut tout à fait imaginer être contraint de recourir à cette forme-là suite à un événement soudain, imprévisible, hein. Donc, sachez que la réglementation l'autorise et qu'on peut s'en servir. Pour les marchés subséquents, pour la passation des marchés subséquents en accord cadre mono-attributaire, le prestataire peut demander, l'acheteur peut demander à l'attributaire de préciser son offre, c'est-à-dire qu'il va lui demander de déterminer peut-être, d'affiner les quantités, le délai, les conditions de réalisation, les prix qu'il compte appliquer, et il va en fait lui demander de déterminer tout ce qui n'aura pas été initialement fixé dans l'accord cadre. Alors bien entendu, nous le savons, il n'est pas possible par ce biais-là de modifier de façon substantielle les caractéristiques de l'offre initiale, ni même de remettre en question l'équilibre du contrat. Nous ne pouvons commander par le biais des marchés subséquents que ce qui a été prévu finalement dans l'accord cadre lui-même.
certes, nous avons beaucoup de souplesse quant à la définition du besoin, dans la détermination des caractéristiques techniques des commandes, mais nous ne pouvons pas, comme ça, passer des commandes qui n'auraient rien à voir avec l'objet du marché ou qui seraient totalement en dehors. Pour ce qui est des accords cadres multi-attributaires, de l'attribution des marchés subséquents en accords cadres multi-attributaires, eh bien, nous l'avons dit, l'attribution se fait systématiquement après une remise en concurrence. Euh, c'est un passage obligatoire. On peut imaginer dans certains cas qu'il n'y ait pas de remise en concurrence, mais ça devra être très très sérieusement motivé, en particulier pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un opérateur sur les 2 ou les 3 que vous avez choisis qui est en capacité technique de réaliser la prestation. Bien, dans ces conditions, eh bien, vous pouvez directement lui attribuer le marché, mais pour cela, en fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est une pratique qui est connue dans les marchés publics, hein. Ça s'appelle les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence pour des raisons techniques. Donc, c'est tout à fait normal. Pour ce qui est de la procédure à suivre, eh bien, alors, évidemment, il s'agit d'une consultation qui s'effectue par écrit. Alors, bien sûr, hein, je le rappelle, mais vous le savez, on ne consulte que les opérateurs qui ont été sélectionnés dans l'accord cadre. Hein. L'accord cadre a été passé, il a permis de sélectionner, admettons, 3 opérateurs. Eh bien, seuls ces 3 opérateurs sont remis en concurrence pour l'attribution du marché subséquent. Alors, cette remise en concurrence fait l'objet d'un règlement de consultation, d'une lettre de consultation établie par écrit. L'acheteur va y préciser le délai et il devra laisser notamment un délai suffisant pour que les opérateurs puissent présenter une offre. Et les offres qui vont être présentées le seront conformément aux caractéristiques fixées par l'accord cadre. Vous attendrez la fin du délai laissé aux attributaires pour pouvoir ouvrir les offres et procéder à leur analyse. Et vous attribuerez le marché subséquent au titulaire qui aura présenté la meilleure offre, l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix, critère offre qui aura été jugée au regard des critères qui ont été annoncés dans l'accord cadre, critères de prix par exemple, de valeur technique, de prix, d'ergonomie, de délai. La procédure d'attribution du marché subséquent s'achève alors euh, tout simplement par la notification du marché subséquent au titulaire, à l'attributaire. Est-ce qu'il est nécessaire de respecter un délai de suspension avant de pouvoir signer, c'est-à-dire d'abord d'avertir les candidats évincés pour leur permettre d'exercer un recours en référé précontractuel? Non, le Code de la commande publique ne l'impose pas. Donc vous pouvez tout à fait, dès que vous avez pris votre décision d'attribuer le marché, eh bien, notifier cette attribution, signer le marché et notifier cette attribution immédiatement. Alors, évidemment, on enverra un petit courrier aux autres attributaires évincés en leur disant pourquoi ils n'ont pas été retenus, c'est quand même la moindre des choses. Mais cette notification de rejet n'a pas à intervenir avant la signature. De la même façon, il n'est pas nécessaire de publier un avis d'attribution. C'est réservé en fait euh, aux marchés qui sont passés sur procédure formalisée, ce qui n'est pas le cas des marchés subséquents. En revanche, il y a un flou dans le Code de la commande publique euh, par rapport à l'obligation d'établir un rapport de présentation. L'article 2184-1 ne l'exclut pas. Par conséquent, il est certainement nécessaire d'établir pour chaque marché subséquent un rapport de présentation. Alors, quid en cas d'infructuosité, si vous avez sollicité vos opérateurs, des opérateurs titulaires de l'accord cadre et que ces derniers n'ont pas souhaité répondre ou ont répondu à côté ou trop cher? D'abord, je pense qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez correctement formulé le besoin dans votre cahier des charges? Est-ce qu'il est correctement exprimé? Est-ce qu'il permet la réponse? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le délai de réponse que vous avez laissé aux attributaires était suffisant? Parfois, on considère que 15 jours peuvent suffire, mais en réalité, c'est bien trop court parce qu'il s'agit d'un délai exprimé en jours calendaires, donc qui prend en compte les samedis, les dimanches et les jours fériés. Donc attention à cela, attention notamment à la période à laquelle vous lancez votre consultation, notamment si vous êtes dans une période de congé scolaire.
Attention également à la technicité de la prestation et aux documents que vous allez demander au prestataire. Plus vous allez en réclamer, plus c'est compliqué de répondre et plus il faut du temps, tout simplement. On peut aussi se poser la question du montant. Est-ce que le montant que vous mettez en concurrence est suffisant pour intéresser les opérateurs? Ça, c'est également une question c'est une vraie question. Hein. On va juger leur motivation. Hein. Il est clair qu'on sera beaucoup plus motivé pour un marché à 5 millions qu'on peut l'être pour un marché à 500 ou à 5000 euros. Donc attention, comme je vous le disais, à bien choisir les cas d'utilisation de votre accord cadre multi-attributaire, ne pas le systématiser, cet accord cadre avec remise en concurrence, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment le réserver au cas où vous avez de vrais montants à mettre en concurrence, sans quoi ça ne peut pas marcher. Et enfin, on peut tout à fait imaginer, puisque les opérateurs se connaissent, hein, un avis d'attribution a été publié suite à l'attribution de votre accord cadre, suite à la procédure qui a servi à attribuer l'accord cadre. Donc on peut tout à fait imaginer que les attributaires de l'accord cadre se connaissent, se soient passé un petit coup de téléphone pour s'entendre et faire capoter votre mise en concurrence pour par la suite peut-être faire monter les prix. Voilà. Donc c'est une hypothèse qui n'est pas à écarter. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de remplir le petit QCM. À très vite. Au revoir.